Une énième crise gouvernementale, une dégradation de sa note souveraine par l'agence Fitch. La France est-elle le nouvel homme malade de l'Europe? Fait-elle peser un risque de contagion sur le reste du continent? Les solutions imposées à d'autres mauvais élèves peuvent-elles être appliquées à la France? Risquons-nous de perdre notre leadership européen? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Pierre Sellal, bonsoir. Vous êtes ambassadeur de France et vous êtes un grand expert des questions européennes après 2 mandats comme représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, de 2002 à 2009, puis de 2014 à 2017. Vous avez été par ailleurs directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et secrétaire général du Quai d'Orsay. Vous êtes désormais senior counsel au sein du cabinet d'avocats Auguste Debouzy et parallèlement président de la Fondation de France et du Club Le Siècle. Ludmila Koné, bonsoir. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Italie médiévale et de l'Italie contemporaine. Vous avez écrit une œuvre magistrale sur la danse au Quattrocento. En effet. Et vous avez traduit plusieurs ouvrages historiques et philosophiques de l'italien au français. Mathieu Gallard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études au sein du département opinion de l'Institut Ipsos. À ce titre, vous suivez de près les évolutions de la politique et de la société française, mais vous vous intéressez aussi à l'Europe et aux États-Unis, sur lesquels vous avez écrit un petit livre incisif aux éditions de l'Aube, Les États-Unis au bord de la guerre civile, point d'interrogation, pourquoi les Américains se détestent, paru en 2024. Isabelle Lasserre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, vous avez été grand reporter et dans les Balkans notamment, et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Vous avez signé plusieurs ouvrages, dont Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système en 2022, et Macron-Poutine, les liaisons dangereuses en 2023, tous deux aux éditions de l'Observatoire. Alors commençons peut-être par cette dégradation de la France par l'agence Fitch. Est-ce que, alors on est passé de AA- à A+, si je ne me trompe pas, on a une carte qui montre l'état des notations à travers l'Europe. Pierre Sellal, est-ce que ça a un impact sur la scène européenne, cette dégradation? Oui, parce que c'est une érosion de la position relative de la France. Et dans le système européen, qui est un système de compétition à Bruxelles, Ouais. l'influence est indexée sur la performance. Ah. Et dès lors que la performance est moins brillante, ça se traduit par une perte d'influence, une perte de leadership, une perte de capacité d'entraînement. Et c'est vrai que sur une longue période, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, pour ne pas parler que de l'actualité immédiate, à savoir ce déclassement ou ce nouveau classement par l'agence Fitch, on a assisté à une certaine érosion de la place relative de la France, qui se traduit notamment par le fait qu'aujourd'hui, la France n'est plus qu'au 10e rang en Europe en termes de richesse par habitant, Ouais. ce qui est assez spectaculaire. Et si on voit le classement des pays de la zone euro, on se rend compte que On n'est pas les plus mauvais, mais non, on est quand mais même dans la moyenne basse. ce qui est très clair dans cette carte, c'est que la France n'appartient plus à la catégorie des pays du Nord. Oui. À l'époque de Elle est la passée mise dans en le place Club de Med. l'euro, elle est passée dans la catégorie des pays du Sud. Et, circonstance peut-être aggravante, d'autres pays du Sud rétablissent depuis quelques années leurs comptes, à la fois leur situation budgétaire et leur endettement, dans des conditions plus rapides que nous. Et même, Ouais. il y a inversion de la courbe chez les Italiens, les Espagnols, les Portugais, alors qu'il y a plutôt une continuation de l'aggravation de la situation d'endettement française. Ouais. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment ça se traduit concrètement, cette perte d'influence. Mais Ludmila Koné, en Italie, on a eu l'impression que certains commentateurs, journaux, éditorialistes se réjouissaient presque de cet affaiblissement de la France, même si les responsables politiques, eux, disent c'est pas très bon pour l'Europe, donc c'est pas très bon pour nous non plus. Mais vous comprenez cette réaction? Oui, il y a une compétition entre l'Italie et la France depuis
toujours. Et surtout, vous savez, il y a eu quelques tensions aussi diplomatiques entre l'Italie et la France. Rien de très, très grave. Ce sont deux pays frères de tous les points de vue. Mais il est vrai que les positions du gouvernement italien et du gouvernement français ne sont pas exactement les mêmes sur un certain nombre de questions. Disons qu'on peut dire qu'effectivement, l'Italie en ce moment donne des signes relativement positif, mais si l'on regarde de plus près, il y a des inégalités, des disparités qui se posent question, qui sont assez inquiétantes. Sans doute, nous allons y revenir. Mais le côté France donneuse de leçons, tout ça, là, en gros, ça rabat un peu notre caquet, non? Vous savez, les Italiens, depuis Cavana, ils ont quand même une petite quelque chose, une revanche à prendre sur les Français. C'est vrai, vous avez eu aussi cette tension entre Luigi Di Maio, qui était venu en Italie, en France du Sud, pour soutenir les Gilets jaunes, qui était une entorse diplomatique assez importante. Voilà, il y a cette compétition, mais il y a surtout, à l'heure actuelle, une inquiétude de la part des gouvernements et de la part des populations sur la croissance, sur le développement, sur la capacité à résoudre les défis majeurs que nous avons face à nous par rapport aux questions économiques, climatiques, sociales et évidemment internationales. Isabelle Lasserre, est-ce qu'on a conscience à l'Élysée, dans la diplomatie française, de cet affaiblissement, de cette perte d'influence relative, mais... Écoutez, les lundis, oui, et les mardis, non. Si je peux résumer ainsi, on a souvent... on pense souvent, côté français, que ces faiblesses qui sont réelles sont compensées par les atouts particuliers de la France. Et les atouts particuliers de la France, c'est un siège permanent au Conseil à l'ONU, de membres permanents à l'ONU. C'est une armée quand même encore qui tient la route. Et c'est surtout une capacité à prendre des risques et à s'engager sur la scène internationale, sans doute davantage que les pays européens. Le problème, c'est qu'il y a un moment où, effectivement, ces avantages ne sont plus suffisants, puisque pour qu'ils fonctionnent à plein régime, il faudrait une base saine, à la fois au niveau économique et à la fois au niveau de la stabilité politique et sociale. Mais ces points faibles mesurés par l'économie, et on parlera aussi de la crise politique, n'ont pas induit un changement d'attitude ou d'ambition de la France sur la scène européenne ou sur la scène internationale à ce stade. Non, enfin, elles ont changé les attitudes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des tentatives de réforme du système français régulièrement et qu'elles sont mises en échec systématiquement par des manifestations dans la rue. Il y a la même projection de puissance de la France sur la scène internationale, mais elle n'est pas toujours prise au sérieux. On voit ce qu'a dit Donald Trump des initiatives d'Emmanuel Macron, en disant Emmanuel Macron, c'est personne. Ce qu'il dit, ça compte pas. À propos du... Ça pense pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, en fait, en France. Et l'instabilité politique, l'instabilité économique font qu'elles ne peuvent pas toujours se concrétiser. Un certain nombre de nos alliés se demandent si on est suffisamment sérieux. Alors, pour l'instant, l'Allemagne tient. La France a la signature allemande, donc ce binôme fonctionne toujours. Le jour où l'Allemagne, la confiance allemande décrochera, alors là, il faudra vraiment se poser des questions. Oui. Mathieu Gallard, l'opinion française, elle s'intéresse à cette influence qu'on peut avoir à l'international, ou bien, par exemple, elle est plus préoccupée par la difficulté de réformer la France elle-même? Très clairement, c'est les enjeux personnels, les questions de pouvoir d'achat, les questions de système de protection sociale qui sont les principales préoccupations des Français aujourd'hui, très très loin devant les enjeux internationaux, et il y en a de nombreux en ce moment pourtant. Ça ne veut pas dire... Est-ce que les Français ont envie que la France se réforme? Oui, mais quelle réforme? C'est ça la grande question. Et effectivement, le résultat de toute façon des élections législatives de l'an dernier était assez clair. Vous avez 3 blocs avec des options politiques
sur de nombreuses questions, dont ces questions effectivement des réformes structurelles qui sont assez différentes, voire même antagonistes. Donc effectivement, il y a une envie de réforme, mais des réformes qui ne vont pas du tout dans le même sens. Et ça ne va pas changer dans les mois, dans les années à venir. Et ces envies de réforme contradictoires expliquent l'immobilisme relatif ? Évidemment, en fait, on a des résultats électoraux qui ont abouti à un Parlement qui est sans majorité claire, et donc effectivement à l'impossibilité pour un gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit effectivement le gouvernement actuel de Sébastien Lecornu. On aurait pu imaginer d'autres scénarios dans lesquels le président de la République aurait nommé quelqu'un issu du NFP ou quelqu'un peut-être issu davantage de centre-gauche, et qui, très probablement, dans l'arithmétique parlementaire, n'aurait pas pu dégager de majorité suffisante pour mener des réformes ambitieuses. Et ces réformes ambitieuses, ça peut aussi bien être des réformes effectivement qui vont dans le sens d'un rétablissement des finances publiques que dans le sens plutôt à gauche d'un accroissement de l'État-providence, ou dans un sens d'ailleurs qui irait plutôt dans celui du Rassemblement national. Donc tout le monde est coincé avec les résultats électoraux et la composition du Parlement actuel. Pierre Sellal, est-ce que ce sont le relatif affaiblissement économique de la France, ou plutôt sa paralysie politique qui est de nature à inquiéter nos voisins et partenaires européens ? Quand je disais tout à l'heure que l'influence dans le système européen et la capacité à exercer initiative et leadership étaient indexées sur la performance, j'entendais performance dans de multiples sens. Oui. Il y a la capacité économique, ça va de soi. Si la France a longtemps été dans une situation de leadership, c'est en tant que grand État membre fondateur, en tant que deuxième économie européenne, et ça reste une variable importante. Mais au moins aussi importants sont l'image de stabilité institutionnelle, la cohésion sociale, et tout un ensemble de facteurs qui confèrent de la crédibilité aux initiatives dont nous n'avons pas perdu le goût, comme vous l'avez rappelé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement un handicap de crédibilité, un handicap de capacité à délivrer. Je songe par exemple à ce qui a longtemps été, et reste à certains égards encore, un avantage comparatif français important. La France est représentée au Conseil européen, l'instance décisionnelle suprême dans le système européen, par le chef de l'État. Oui. Il n'y a que la Finlande, et encore pas toujours, où un autre chef de l'État est présent. Ça conférait un poids particulier aux prises de position, aux décisions du représentant de la France au Conseil européen, et on faisait toujours la comparaison entre une chancelière allemande, par exemple, qui avait besoin ensuite, après une réunion, de consulter sa coalition, son Bundestag, avec un président français qui, lui, décidait et pouvait assurer qu'il pourrait délivrer. C'est ça aussi qui s'est effiloché du fait de la situation politique et du fait aussi d'une situation économique. Autre exemple, c'est plus difficile aujourd'hui pour la France de plaider pour un accroissement substantiel du budget européen, qui se traduirait par une augmentation de la contribution française, à un moment où la priorité est de réduire la dépense publique. C'est plus difficile pour le président français d'appeler pour des emprunts communs, collectifs, dans une situation où nous sommes parmi les plus endettés de la zone euro et de l'Union européenne. C'est tous ces facteurs qui affectent la crédibilité française. Une dernière observation, vous évoquiez un des grands avantages comparatifs français, qui était le siège permanent au Conseil de sécurité. Et la bombe nucléaire qui va avec. Qui va avec. Bien sûr. La deuxième reste, heureusement, totalement intègre, mais nous subissons aussi le contre-coup de l'impuissance du Conseil de sécurité et des faiblesses du multilatéralisme aujourd'hui. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui expliquent, encore une fois, cette érosion, cette dégradation relative, sans aller jusqu'à considérer que nous sommes le pestiféré, l'homme malade de l'Europe. Enfin, j'ai noté que tout à l'heure, vous parliez d'un univers très concurrentiel, alors qu'on a plutôt l'image, évidemment, d'une espèce de cénacle où les gens essayent de trouver des intérêts communs. En réalité, c'est une foire d'empoigne. Vous avez vécu ça en première ligne ? Non, c'est une machine extraordinaire à faire en sorte que les intérêts nationaux convergent vers un intérêt général européen. Mais à la base, c'est, affrontement est un mot un peu fort, c'est la mise en relation d'intérêts nationaux qui sont le plus souvent divergents au départ, mais dont on s'efforce de dégager une position commune. Alors justement, en Italie, aujourd'hui, Mme Meloni donne l'impression d'avoir pas mal réussi ce qu'elle a fait jusqu'ici. Je dirais qu'elle a une image de presque anti-Trump, c'est-à-dire qu'elle ménage les institutions, contrairement au président américain, et elle essaye de mener sa politique dans
dans le cadre institutionnel qu'elle a trouvé en arrivant. Est-ce que ces priorités pour l'Europe, aujourd'hui, ont plus de chances d'être entendues, d'aboutir, et quelles sont-elles ? Alors, disons que c'est plus que dans un cadre institutionnel. Je dirais que Mélanie a essayé d'être consensuelle et de ne pas montrer des aspérités. Parce qu'en fait, Mais elle y réussit assez bien. Oui, l'Italie ne tire pas à U et à Dia en ce moment. En surface pour l'instant, mais je fais remarquer d'abord qu'elle a commencé des réformes institutionnelles qui posent question, qui sont très problématiques. Oui. Alors que la constitution italienne, qui est issue de la résistance et qui a été écrite par les pères de la résistance, a toujours été choyée de façon très très forte en Italie. Et ce qu'elle est en train de faire de ce point de vue-là nous pose des questions et nous fait plutôt penser à ses alliés européens plutôt souverainistes, pour aller vite. En tout état de cause, elle a une façon d'éviter le conflit. Cela est vrai, mais vous voyez, par exemple, si je prends un chiffre, on peut dire le chômage baisse un petit peu en Italie, mais la précarité augmente. Vous avez une situation de l'emploi qui est terrifiante. C'est-à-dire, tout comme en France, malheureusement, vous avez un nombre de décès sur le travail qui est absolument faramineuse. Donc vous avez d'un côté, effectivement, selon les chiffres les plus visibles, vous pouvez dire qu'il y a une légère baisse du chômage. Mais à quel prix? Dans quelles conditions? Avec la pauvreté qui augmente, 5 millions de pauvres. On ne va pas faire ici le bilan complet de la politique de Mme Meloni, mais au niveau européen, comment projette-t-elle comment défend-elle ses intérêts majeurs? Et est-ce qu'elle n'a pas plus de relais finalement aujourd'hui que peut en avoir la France même? Alors déjà, sa politique vis-à-vis de Trump, elle a été considérée comme quelqu'un qui pouvait discuter avec Trump, qui pouvait être un pendant. Certes, il y a une certaine sympathie, mais en même temps, les positions ne sont pas les mêmes. Ouais. Elle a cédé sur un certain nombre de choses que Trump lui a demandées, qui mécontentent la population italienne, il faut le dire, notamment sur les dépenses militaires. Elle n'est pas non plus tout à fait sur la même ligne d'onde que Trump sur la question des taxes, sur un certain nombre de questions. Donc, elle est un peu dans l'équilibrisme. Au sommet de Washington, elle n'était pas spécialement aimable avec M. Trump. Non, exactement. Lui était plus aimable avec elle que l'inverse. Exactement. Donc, vous voyez, en Italie, on utilise un terme ondivago, c'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui navigue. Mais parce qu'elle est prise bras dessus par, d'un côté, Ursula von der Leyen, de l'autre côté, Mario Draghi, qui ont, dès le départ, parrainé sa candidature et son installation. Et on a clairement l'impression qu'elle est un navire un peu à vue. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Pierre? Oui, elle est arrivée au pouvoir, au Palais Chigi, au sortir de la crise de Covid. Tout à fait, l'Italie avait été le pays européen le plus pénalisé, handicapé par ce qui était arrivé. Et elle a eu l'intelligence, me semble-t-il, de comprendre que, étant la première bénéficiaire, l'Italie, du plan de sortie de crise mis au point par l'Europe, à hauteur de 150 milliards d'euros, si je me souviens bien, elle a compris très vite que sa priorité absolue, c'était de percevoir cet argent et de faire ce qu'il fallait du point de vue de la politique européenne pour que cela n'appelle pas de contestation. Elle était probablement drivée dans cette démarche par Mario Draghi lui-même. Et finalement, c'est ce qui lui a permis d'acquérir ce rôle reconnu aujourd'hui dans le cercle européen, parce qu'elle a voulu appliquer les règles du jeu pour bénéficier de ce plan. Mathieu Gallard, est-ce que les Français, on sait comment ils regardent justement ce qui se passe en Italie? Est-ce qu'il y a un peu d'envie, un peu de respect pour... parce qu'on s'est quand même beaucoup, pas moqué, mais disons que regarder avec un peu de supériorité l'instabilité chronique en Italie, aujourd'hui, on dirait que c'est un peu l'inverse. Oui, alors sur le plan politique, vous avez sans doute raison. C'est vrai que parfaitement au moment où la France est devenue instable politiquement, l'Italie, au contraire, est rentrée dans une ère plutôt de stabilité, même si, quelque part, Giuseppe Conte, le président du Conseil, était lui-même en poste depuis quand même au moins 4 ans avant l'arrivée de Mario Draghi. Les Français, ils regardent l'Italie comme un pays dont ils sont culturellement très proches et qui, effectivement, peut donner un certain nombre de directions au niveau économique. Après, moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Quand on regarde sur le fond
Ce qui se passe en Italie aujourd'hui, c'est quand même avant tout le fruit des très bonnes négociations de Mario Draghi vis-à-vis des fonds Covid. Et puis, l'Italie bénéficie à plein des fonds européens post-Covid, du plan de relance européen. Fondamentalement, et peut-être que vous me direz l'opposé de ce que je suis en train de dire, mais quand on regarde ce qu'a mis en place comme réforme Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il n'y a pas de grande réforme sur le plan social, sur le plan économique qui viendrait expliquer une sorte de renaissance, de miracle italien. Et même sur beaucoup d'indicateurs, en fait, l'Italie est derrière la France. Les attentes étaient un petit peu inquiètes et il n'y a pas eu de catastrophe. Et alors on est dit sur, c'est pas sur si une mal. pente un peu plus positive, mais qui n'est pas liée à des réformes de fond, à une amélioration de fond de la structure économique italienne. La démographie italienne est aussi est à catastrophe. Un problème de fond, évidemment. Isabelle Lasserre, côté allemand, on rigole moins. Et on s'inquiète plus, semble-t-il, de ce qui se passe en France. Le tandem franco-allemand, qu'on est les seuls à appeler comme ça d'ailleurs, est-ce qu'il subit vraiment le contre-coup de cette crise en France ? Oui, c'est deux pays tellement différents et qui embrassent la matière économique de manière tellement opposée qu'il y a régulièrement des grincements. Alors, ça allait mieux depuis l'arrivée du nouveau chancelier, Merz, qui était plus aligné avec Emmanuel Macron. Mais le différentiel... en gros, le risque de décrochage de la France vis-à-vis de l'Allemagne au niveau économique est réel. Il ne peut pas être masqué par les projets communs vis-à-vis de l'Ukraine. Et il serait extrêmement néfaste à la France. Et cette question... persiste aujourd'hui. Et par ailleurs, en plus de ça, les trois pays leaders de l'aide à l'Ukraine, qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, aujourd'hui, ces trois pays-là ont des gouvernements en difficulté politique. Alors, la France est le plus instable, mais les autres n'ont pas une cote de popularité. Et le chancelier allemand sont aussi pressurisés, l'un par la rue, et l'autre par sa coalition. Donc il n'y a pas non plus une extrême solidité dans ces deux capitales. Mathieu Gallard. Là aussi, j'aimerais quand même un peu relativiser ce dynamisme économique allemand. Ce qu'on oublie quand même, c'est que c'est un pays qui est en récession depuis 2 ans. Le FMI il a 3 A. Oui, mais bon, il n'y a pas que... Financièrement, il se tient mieux que nous. Économiquement, il y a de gros nuages. L'économie allemande est quand même en gros coup d'arrêt. Et fondamentalement, on est sur une économie qui était tirée à la fois par l'énergie russe et par les exportations vers la Chine, qui sont quand même des facteurs qui, probablement, vont s'affaiblir considérablement dans les années à venir. Donc je voulais dire que oui, cette carte, elle illustre des éléments. Mais voilà, cet aspect purement budgétaire, ce n'est pas non plus le seul indicateur par lequel il faut regarder l'économie d'un pays. Je pense que l'économie allemande, ses fondamentaux ne sont pas non plus en très bon état actuellement, loin de là. Si on essaye de mesurer cette perte d'influence de la France sur des questions précises, les droits de douane, la discussion avec Trump, en gros, l'Élysée était le seul à défendre un rapport de force face aux États-Unis. Les Allemands étaient plutôt pour un compromis. Là, on a perdu. Le Mercosur, on a perdu. Pierre Sellal. C'est une situation qui illustre aussi la différence entre l'Italie et la France et l'admiration que les Français peuvent avoir parfois pour l'Italie. L'effondrement de l'industrie française est un cas unique en Europe par son ampleur. Passé de 20% à 10% du PIB, en gros, en 25 ans. Alors que l'Allemagne s'est maintenue aux alentours de 20% et l'Italie, je crois, 16 à 17% du PIB. Et ça explique en partie ce qui s'est passé dans la négociation tarifaire avec les États-Unis. Parce que quels étaient les intérêts exportateurs fondamentaux de l'Europe ? C'était ceux de l'Allemagne et de l'Italie. Ce sont les deux pays qui, avec les Pays-Bas, exportent le plus de biens industriels aux États-Unis. Et pour eux, la priorité était de ne pas perdre le marché américain. Et ils ont considéré que leur performance industrielle, la compétitivité de leurs produits industriels était suffisante pour leur permettre d'absorber un droit de douane de l'ordre de 15%. La France n'était pas du tout dans cette situation. Et dans ce type de négociation, quand vous dites non, restons fermes, refusons, etc., la réaction des partenaires, c'est « mais d'où tu parles ? Qu'est-ce que tu défends ? Tes exportations de vin, c'est important, mais ça ne se compare pas tout à fait à notre solde industriel, qui est le solde extérieur
positif fondamental de la zone euro. C'est ça ce qui s'est passé. Isabelle? Mais oui, je crois qu'il y a aussi une raison culturelle, c'est-à-dire que la France a toujours eu des relations avec les États-Unis plus distantes que ses grands partenaires au sein de l'Europe. D'ailleurs, pour une raison principale qui tient à la force de son armée et sa possession de la bombe nucléaire, qui lui donne un caractère d'indépendance que n'ont pas les autres. Et c'est vrai que la tentation, le réflexe de s'éloigner des États-Unis vient beaucoup plus spontanément en France qu'il ne vient dans un pays comme l'Allemagne, qui était complètement dépendant de la sécurité américaine. L'idée d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, finalement, il y avait pas mal de pays qui s'étaient ralliés au concept. Ça vous semble remis en cause ou... Ralliés plus ou moins, non, pas tellement ralliés. Non. Non. Ça a toujours été une obsession française, qui à mon avis me paraît être une bonne obsession, mais qui n'a jamais rallié, un petit peu à la marge. Ça démarre depuis la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que depuis 3 ans, il y a effectivement une prise de conscience qu'il faut aller vers une défense européenne plus intégrée, plus consensuelle et surtout plus développée au niveau européen, et aussi les déclinaisons au niveau national. Mais il y a encore des tentations, y compris depuis le retour de Donald Trump dans des pays comme l'Allemagne. Il y a un espèce de rêve et de se dire si seulement ça pouvait redevenir comme avant. Ce rêve, on ne l'a pas tué encore dans certains pays. Donc ça avance très doucement. Il y a une peur des pays de l'Est aussi. La Pologne a peur. La Pologne se dit, les Américains... Il y a une sensibilité plus grande en Allemagne pour ce qu'on pense. Oui, mais les Américains ne sont plus fiables. Mais la défense européenne n'est pas encore arrivée à maturité. Donc elle n'existe pas pour ces pays-là. En cas d'urgence, demain. Vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Oui, c'est évidemment très profond. Ça fait 50 ans que la France considère que sa défense, elle l'assure par elle-même, alors que la plupart de ses partenaires s'en sont remis à l'OTAN et aux États-Unis. Et le non-dit de la négociation commerciale d'il y a quelques semaines, l'enjeu, c'est à la fois la continuation de l'engagement américain pour l'Ukraine et puis la sécurité assurée par les États-Unis. Et dès lors qu'un enjeu commercial est mis en balance avec celui-là, pour la très grande majorité de nos partenaires, il faut choisir le lien avec les États-Unis. Alors venons-en au deuxième aspect. Quand l'Italie a traversé elle-même une crise financière, économique, etc., elle s'est trouvée un peu prise sous les fourches codines de Bruxelles. D'abord, on va se poser la question de savoir si ça peut arriver à la France, si ça doit arriver à la France. Mais qu'est-ce que ça représentait en Italie d'avoir traversé ce cycle de redressement? Quels efforts on a demandé aux Italiens? Ça a été un très très grand effort qui a pu être aussi pallié par la structure même de la société italienne, où malgré ce qui s'est passé, les structures familiales et relationnelles sont toujours très très fortes, mais ça a été une véritable catastrophe, mais avec une sens de solidarité. Le système social les gens italien se sont retroussés les manches. Ouais. Ils se sont retroussés les manches, ils se sont entraînés. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Que leur a dit la classe politique, les dirigeants politiques, pour les convaincre qu'il était nécessaire, indispensable de se retrousser les manches? Parce que quand on tient ce discours aujourd'hui en France, on entend les partis, la plupart des partis, dire mais non, c'est pas vrai, ces chiffres, ça compte pas, c'est pas important. Protéger leurs aînés, protéger leurs familles, protéger les autres. Vraiment ça. Mais on leur a dit quoi? Le pays est ruiné? Non, mais il faut se retrousser les manches et s'entraider, vraiment ça. Et avec beaucoup de contestations aussi, bien entendu. Mais permettez-moi juste, si vous me permettez, vous parliez de l'admiration de l'Italie, enfin de la France vers l'Italie, mais l'Italie a une très très grande admiration pour la France. Et depuis très longtemps. La France, je vous dis ça en tant que... On est des cousins qui se chamaillent beaucoup. Je suis italo-française, c'est-à-dire née en France et venue en France et devenue binationale par mariage, et j'en suis fière. La France est un phare pour les Italiens. Et dès le départ... Et ça reste le cas? Même, vous savez, qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que même si l'on critique la France,
donneuse de leçons, certes, mais on a énormément d'admiration pour la capacité de la France à se mobiliser, à s'organiser, et aussi, malgré tout, n'oublions pas que la France est là des potentialités énormes d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue vraiment des relations internationales. C'est un pays qui a des possibilités immenses qui doivent être utilisées. Et les Italiens, ils en sont conscients, même quand ils écrivent la critique. Mathieu, oui, pardon. C'est pour cela qu'il y a un lien entre cette admiration et l'inquiétude que vous évoquiez tout à l'heure. L'inquiétude que ressentent beaucoup de partenaires, c'est une France qui ne serait plus capable de nous aider, c'est ça. de prendre des initiatives et aussi d'équilibrer, pour autant que faire se peut, la puissance allemande en Europe. Oui. C'est important dans la psyché italienne, me semble-t-il. Si vous me permettez juste, selon les sondages officiels, les Italiens aujourd'hui pensent que la situation des guerres et des tensions internationales est due à 66% aux pays dits occidentaux. Ouais. Pourtant, l'Italie était un de ceux qui étaient le plus favorables, par exemple, à l'Union européenne, avec cette idée de l'Europe. En gros, ils pensent que c'est l'OTAN qui a provoqué la Russie de Poutine. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais une certaine culture agressive, si vous voulez. Alors qu'en fait, en Italie, il y a quand même un attachement à la paix qui est très très important, y compris dans sa constitution, y compris dans la religion catholique. Enfin, on en parlera peut-être. Il y a un attachement à la paix dans toute l'Europe quand même, non? Bien entendu, mais il y a vraiment une culture très très enracinée vraiment dans les quartiers, dans le territoire. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait cette idée que l'Europe va nous mener vers le haut. Et en fait, les Italiens, par rapport à la France surtout, ils peuvent se sentir un peu orphelins, mais ils n'ont pas claqué la porte face à la France. Ils attendent que la France les aide. C'est ça l'idée. Voyez ? Mathieu Gallard, comment explique-t-on l'attitude des Français vis-à-vis des nécessités de réforme ou du refus de considérer que ce soit indispensable ? Je pense qu'un des principaux facteurs qui explique pourquoi, effectivement, dans l'opinion, il y a des réticences très fortes vis-à-vis d'un certain nombre de réformes structurelles qui peuvent être envisagées, c'est tout simplement qu'on nous dit que la situation budgétaire du pays, elle est totalement catastrophique. Depuis, je regardais avant de venir, on retrouve des propos de Alain Juppé en 1993, je crois, qui nous annonce que vraiment, à l'époque, déjà, la situation est catastrophique et qu'on ne peut pas continuer. Donc les gens n'y croient plus. C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on vous dit ça en permanence pendant des décennies, on finit par s'habituer à une telle situation. Et le fait qu'un certain nombre de partis disent « mais non, c'est pas vrai, en plus, il n'y a pas le feu ». Et on a bien vu, par ailleurs, que, alors certes, on a les partis de gauche, le Rassemblement national, qui sont dans une attitude dans laquelle, bon, certes, ils vont dire que la dette, les déficits, c'est une difficulté, mais qui ne mettent pas forcément en avant des politiques publiques qui pourraient résoudre ces problèmes. On a bien vu la difficulté pour François Bayrou lors de son discours, lors de son dernier discours à l'Assemblée nationale, où il était pris à partie par certains dirigeants de partis de l'opposition qui lui disaient « Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 ans vous-même » Donc c'est vrai qu'on a un peu le sentiment, finalement, que voilà, les partis français, dès qu'ils sont dans l'opposition, sont sur un registre assez catastrophique sur cette situation des finances publiques. Quand ils sont au pouvoir, ils s'en accommodent très bien. Oui. C'est vrai que dans un contexte comme celui-là, forcément, ça ne motive pas véritablement. On mesure dans les sondages le refus d'une majorité de Français de se faire violence, de se retrousser les manches, comme le disait Ludmila Koné. Tout dépend de ce qu'on entend par se retrousser les manches. Là, on a buté sur un premier pas qui était chiffré à 44 milliards d'euros sur le budget 2026. On le mesure très bien. Rien que ça fait sauter le gouvernement. On est en train de faire marche arrière, etc. Donc on donne quand même l'image de refuser de s'engager sur une trajectoire, puisqu'on nous dit qu'en Europe, ce qui compte, c'est la trajectoire. Oui, non, mais c'est absolument certain qu'il y a un refus absolument massif dans la population et qui concerne toutes les familles politiques de ce type d'options. Vous nous avez donné quelques chiffres sur la façon dont les Européens perçoivent la situation économique dans leur pays. C'est assez parlant parce que c'est très très bas en France. 9% des Français pensent que l'économie se porte bien. On va voir les chiffres. En Italie, c'est 31. Alors après, les pays où c'est le plus haut, c'est de l'ordre d'un tiers de la population. C'est pas non plus colossal. Non, vous avez des pays où c'est quand même beaucoup plus haut. Pays-Bas. On a un graphique avec des courbes qu'on va montrer et qui permettent de croiser les. Voilà.
Là, on voit que la France est tout en bas, à 9,1%. C'est pas beaucoup. Et On voit, oui, en fait, c'est vraiment très très bas. Sur ce graphique, on voit deux éléments. On voit une première période où effectivement vous avez, on n'a pas mis tous les pays, mais globalement vous aviez une Europe du Nord extrêmement confiante jusqu'au moment du Covid, une Europe du Sud où c'était catastrophique. Et puis peu à peu On un voit la chute en rééquilibrage. Allemagne en tout cas. Voilà, mais c'est vrai aussi aux Pays-Bas, en Suède, en Pologne. Et tout ça se rapproche. Et ce qu'on voit dans la toute dernière partie du graphique, c'est que là, depuis la dissolution, exactement depuis la dissolution, la France a décroché, se retrouve à des niveaux catastrophiques, alors que dans les autres pays d'Europe, on est désormais à peu près tout le monde est à peu près au même niveau, autour de 30%, qui est déjà très faible. Il n'y a plus de différence vraiment entre le Nord et le Sud. En revanche, la France est effectivement particulière par le pessimisme des Français. Est-ce que c'est pas un paradoxe considérable d'être aussi pessimiste sur la situation actuelle et de ne pas vouloir la changer? Pierre Sellal? L'explication du paradoxe, c'est que c'est une dégradation très lente, continue, qui à aucun moment ne s'est vraiment traduite par un événement. Et toujours au titre des comparaisons entre France et Italie, j'ai le souvenir de ce que m'avait dit un jour Mario Monti, qui était à l'époque commissaire européen. Dans un mauvais moment pour l'Italie, vers 2010-2011, avant qu'il soit appelé à la tête d'un gouvernement technique en Italie. Et il m'avait dit, vous, Français, vous n'avez jamais senti ce qu'était la morsure des marchés. La morsure des marchés. Et la morsure des marchés, pour l'Italie, c'était tout d'un coup des taux d'intérêt qui avaient augmenté. Alors là, on y est précisément. 2 points, 3 points. Pas vraiment. On est à moins d'1 point entre le spread entre la France et l'Allemagne. L'Italie, c'était 2 points, 3 points, 4 points à un moment donné. Et là, la population se rend compte de ce qu'est une situation dégradée au plan financier. Oui. Nous n'avons jamais connu cette situation en France. Il va falloir, selon vous, qu'on en arrive là, en gros, pour réagir ou... Je donne une explication à cet écart entre la conscience qu'ont les Français de la dégradation de la situation et leur absence de volonté de prendre les mesures nécessaires. Ouais, alors j'ajouterais un discours politique de la part des élites politiques qui me paraît totalement irresponsable et totalement déconnecté de la réalité. On a quand même fait croire aux Français, et notamment aux jeunes générations, qu'on pouvait vivre sans travailler, que l'État était un puits sans fond. Enfin, le Covid, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que nulle part en Europe, je ne critique pas la décision, enfin si, j'aimerais bien la critiquer, mais à la limite, le sujet n'est pas là. Mais nulle part en Europe, on a senti que c'était aussi facile que ça. Il suffit de dire, parce qu'on a un État qui dit, mais tout est possible, et rassurez-vous, nulle part en Europe, on a un gouvernement qui distribue des subventions à chaque fois qu'une manifestation dégénère. Donc c'est éteint comme ça. Donc en fait, on ne se sent pas menacé, puisqu'il y a toujours l'État pour venir nous secourir, et puisque l'État dit bah, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de travailler, les jeunes n'ont pas besoin de travailler, en fait le travail c'est pas bien. Et en fait la France est un pays exceptionnel, qui fonctionne comme ça et qui a toujours fonctionné comme ça, parce que ce discours, on l'entend aussi. Oui, on a toujours été en déficit. Vous avez raison, c'est le discours politique dominant. Ça, c'est un discours Celui français. qui a essayé de tenir l'autre discours, c'est François Bayrou. On voit qu'il est revenu, il est retourné à Pau. À mon avis, un manque de... on ment aux Français, en fait, systématiquement en France. Vous vouliez dire un mot, Ludmila? Oui, je ne sais pas si on peut dire qu'on dit aux Français qu'ils ne doivent pas travailler. Je crois qu'il y a une notion des droits sociaux qui est très importante. Par exemple, en Italie, même Meloni n'a pas voulu accepter un salaire minimum, ce qui fait que les gens travaillent dans des conditions... Non, il n'y a pas de salaire minimum. Les jeunes, notamment, ils travaillent dans des conditions terrifiantes, avec, justement, je parlais d'accidents mortels, mais pas que ça. Il y a quelque chose qui est très fort à mon sens, tant en France qu'en Italie, c'est une demande de justice sociale et de répartition. Parce que ce qui vraiment pêche à l'heure actuelle, que ce soit en France ou ailleurs, ce sont les inégalités. Les inégalités sociales, culturelles, territoriales, environnementales. C'est vraiment quelque chose qui... Et les Italiens sont très habitués à se débrouiller. Mais cela ne veut pas dire qu'ils renoncent aux droits sociaux, et au contraire, ils sont admiratifs vis-à-vis de la France. Notamment, ils disent, mais eux, les Français, ils savent lutter. Nous, on devrait faire comme eux. Les Français regardent les pays nordiques, Suède, qui prennent des mesures très brutales pour sauver leur système social. Mais j'ai une question. Est-ce que la France accepterait, si elle se retrouve demain elle-même contrainte par l'Union européenne
de prendre des mesures sous tutelle, un peu, comme l'a été la Grèce, alors peut-être un peu moins, mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on boxe dans une autre catégorie? Pierre Sellal, la France qui soit demain traitée comme la Grèce par Bruxelles? La question que vous suggérez, c'est comment articuler politique nationale, réforme nationale nécessaire et le cadre européen. Oui. En quoi le cadre européen peut y aider, ou au contraire, en quoi... Si la France commence à tirer l'Europe vers le bas ou à avoir un risque de contagion... Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'avoir un peu de recul historique. Il y a eu plusieurs périodes où la France a su articuler son besoin de réforme nationale avec le cadre européen. Oui. Le meilleur exemple, c'est 1959, le général de Gaulle, qui choisit à la fois le marché commun et met en œuvre des réformes massives avec une articulation très, très efficace entre les deux. Ça s'est produit une deuxième fois avec à la fois la préparation du marché intérieur, 1993, et surtout la qualification pour l'euro. C'était la politique de désinflation compétitive de Pierre Bérégovoy, où il y a eu des réformes qui avaient pour but de s'adapter à un cadre européen. Il y avait une articulation efficace entre les deux. Et c'est ça qui s'est aujourd'hui délité et qu'il faut essayer, me semble-t-il, de reconstituer. Le problème, c'est que... Le schéma grec, ça vous paraît... c'est de la politique fiction. Non, un pays qui serait, comme la France, deuxième économie de la zone euro, sous assistance financière de l'Europe, l'Europe n'en a pas les moyens, et deux, nous ne sommes pas encore dans cette situation-là. Mais je crois néanmoins qu'il faut essayer de sortir d'une situation dans laquelle l'euro a agi comme un gigantesque anesthésiant, nous a dispensé de réformes tout simplement parce qu'elle a fait perdre le témoin de la dégradation de notre situation. Comme je suis un ancien combattant des affaires européennes, j'ai connu l'époque où nous avions des dévaluations tous les 2 ou 3 ans. Ouais. Là, vous ressentiez ce que signifiait la dégradation de la situation économique et commerciale. Depuis 20 ans, la situation est radicalement différente. Mathieu Gallard. Pour aller dans ce sens-là, effectivement, dans le sens qu'il est assez peu crédible qu'on se retrouve dans une situation grecque dans les années à venir. Tout simplement, la France, quoi qu'on en dise, ça reste une très grande économie au sein de l'Union européenne. Et donc, on est le premier partenaire commercial européen de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Oui. Si vous imposez à la France une cure d'austérité massive, ça a un effet récessif majeur sur l'économie française. Ça fait que tous nos voisins vont en payer, le prix, et le prix fort, eux aussi. Oui. Donc, c'est pas la Grèce, la France. Enfin, voilà, et je respecte totalement les Grecs, bien sûr, mais en termes de poids économique, de poids démographique aussi, c'est pas la même chose. Bon. Donc voilà, nos partenaires européens, je pense qu'ils sont tout à fait ravis qu'on fasse des efforts. Je pense que voilà, 44 milliards, ils seraient très contents. Au-delà, c'est un peu l'inverse, ils sont inquiets qu'on n'en fasse pas. Oui, bien sûr. Non, mais il y a une différence entre les 44 milliards et l'exemple grec. Enfin voilà, il faut voir, faut sans doute trouver le curseur. Donc la seule voie possible, c'est entre les deux, quoi. Voilà, sans doute. Mais une mise sous tutelle de la France, vous êtes d'accord les uns les autres, c'est pas vraiment de l'ordre des possibilités. Bon, Isabelle Lasserre, est-ce que la méthode française en Europe, peut-être même la méthode Macron, faut-il l'appeler, fonctionne ou ne fonctionne plus, cette façon de faire des grands discours à la Sorbonne, de montrer l'objectif à atteindre, lumineux, et de dire « suivez mon panache ». Il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas. Ça fait un petit moment que ça ne marche pas quand même. Alors, ça ne marche pas très bien, mais le discours de la Sorbonne avait été assez mal accueilli par nos partenaires européens. Le premier en 2017. Le premier, oui, en 2017. Parce qu'il y en a eu un autre en 2024. De quoi vous vous mêlez oui. Vous y allez un peu trop fort. En plus, en même temps, il était prescient. Il y avait eu un manque de délicatesse vis-à-vis de l'Allemagne. Angela Merkel était en train de former sa coalition. On n'avait pas besoin qu'on la secoue comme ça. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, un certain nombre de nos partenaires européens ont dit finalement, Macron avait raison sur l'objectif d'une défense européenne. Donc c'est vrai que les Européens se sont ralliés à la décision d'Emmanuel Macron. Ce qui choque, c'est que ce sont ces changements de pied permanents. C'est-à-dire qu'au début, il était considéré comme étant trop conciliant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Bon, après, il a rectifié sa position, mais il change quand même pas mal de position sur les grandes crises internationales. Israël, il commence au début de la crise en proposant une coalition anti-Hamas. Et puis, 2 ans après, il ne peut pas mettre les pieds en Israël parce que les relations avec Tel Aviv sont complètement dégradées. Il a complètement changé de positionnement. Et puis, on lui reproche aussi
beaucoup de déclarations d'intention, des grandes conférences avec des mots, des promesses réitérées très fort. Et en fait, derrière, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas toujours de sa faute si ça ne marche pas. Il n'y a rien parce que la France n'a pas les moyens économiques de servir ses ambitions internationales. Mais en même temps, l'Europe, il est assez dynamique au sein de l'Europe, Emmanuel Macron. C'est vrai que sur l'Ukraine, c'est un des plus dynamiques. Mais il y a beaucoup de pays qui hésitent. Est-ce que ça ne manque pas un peu de consultation? Est-ce que les Allemands, par exemple... Alors, ça manquait beaucoup de consultation avant, et aujourd'hui, on lui reproche beaucoup moins ça. La coalition des volontaires, là, il a fait les choses quand même assez bien. Là, il a compris ça, donc il consulte plus. Mais il y a des divisions au sein de l'Europe, et il n'a pas les moyens En fait, il propose trop, sans doute, par rapport aux capacités françaises de réaliser ses promesses. En Italie, Ludmilla Aconè, est-ce qu'on préfère le leadership à la mode française ou à la mode allemande, qui est quand même fait de choses plus pragmatiques, plus quels sont vos intérêts, on essaye de coaliser. Peut-être un petit peu d'américain et un petit peu de français. On va dire. Mais pour la question de l'armement, vous savez que le gouvernement italien a décidé de ne pas envoyer d'armes ou de soldats en Ukraine. Il y a 3 choses à considérer. Ils n'envoient pas d'armes non plus, les Italiens? Non. C'est les seuls Européens qui n'envoient pas d'armes? Ils ont décidé, ils ont refusé cela. Il y a de moins 3 raisons. D'abord, je le rappelle toujours, il y a l'article 11 de la Constitution italienne qui dit clairement l'Italie répudie la guerre comme moyen de résolution des controverses internationales. Et c'est quelque chose à laquelle les Italiens sont très attachés, et notamment dans certains milieux associatifs et catholiques. Il faut juste le dire à Poutine. Je n'ai pas. Non, mais un pays peut répudier évidemment la guerre, c'est très bien. Tous les pays européens répudient la guerre. Unilatéralement, c'est pas très efficace. Je n'ai pas les moyens de discuter avec C'est la raison d'être de l'Europe. Je n'ai pas les moyens de discuter avec les Poutine. Si j'avais la possibilité, par un verre de vodka, de lui faire un. Voilà. Mais il ne boit pas de vodka, Poutine. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fréquenté. Au bord du coca. En tout état de cause, oui, je disais, le problème, c'est que l'Italie ne peut pas trop se le permettre, à vrai dire. Et en fait, après le niet, si vous voulez, de Meloni, ce n'est pas seulement elle, mais c'est aussi Antonio Tajani, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a aussi pris position. Les Italiens sont nettement défavorables, à la fois pour des raisons idéales, bien sûr, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils sont en prise à des coupes sombres, notamment dans la santé et dans les dépenses sociales, et ils trouvent que ce n'est pas le moment de faire ce genre. Mais ma question, c'était est-ce que les Italiens apprécient le leadership qu'essaie d'exercer la France tel que Macron essaie de l'exercer, ou bien est-ce qu'ils préfèrent des pays qui sont un peu plus pragmatiques peut-être, un peu moins visionnaires? Alors, sur ce coup-là, excusez-moi, effectivement, les Italiens ont quand même tendance à trouver les Français comme des donneurs de leçons. Ça ne fait aucun doute. On a mesuré ça en Europe, Mathieu Gallard, l'image des Français dans le reste de l'Europe? Non, l'image des Français en soi-même, elle est relativement bonne. L'image de la France, c'est vrai, elle peut être parfois dégradée. Malgré tout, en règle générale, entre la France et l'Italie, ça se passe bien. Les relations, voilà, le sentiment de beaucoup de choses en commun, il est réel. C'est vrai que ça peut être moins le cas avec un certain nombre de pays d'Europe du Nord, notamment les Néerlandais, les Suédois. Il y a beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de familles mélangées, beaucoup de cultures, beaucoup de proximité à tous les niveaux. Et donc là, le dialogue, il se fait par lui-même. Ouais. Il y a un député néerlandais du Parti populaire européen, c'est-à-dire centre-droit au Parlement européen, qui déclarait cette semaine dans une enquête de notre correspondant à Bruxelles, Florentin Collomb, il disait « La promesse d'Emmanuel Macron, c'était de renforcer l'Europe. Son héritage sera de l'avoir affaiblie. On ne peut pas bâtir une Europe forte avec des pays faibles. » Pierre Sellal. C'est la leçon c'est la morale de l'histoire? Oui, l'affaiblissement relatif de l'Europe n'est pas dû principalement, a fortiori pas exclusivement, à la France. Mais ce qui rend la situation plus difficile par rapport aux époques historiques que j'ai citées tout à l'heure, c'est que la France est en situation de déclassement relatif dans une Europe qui elle-même est en voie de déclassement à l'échelle mondiale.
Donc il y a un double défi qui est posé aujourd'hui. Est-ce que c'est dû à l'attitude de la présidente de la Commission? Vous la jugez comment? Non, on l'a beaucoup accusé durant l'été d'avoir cédé, d'en avoir un peu rajouté face à Donald Trump. Non, encore une fois, on a expliqué tout à l'heure les raisons de cet accord. Ouais. Et je trouve que on met sur la tête de Mme von der Leyen un chapeau un tout peu trop grand pour elle. Ouais. Ce qui m'a le plus frappé dans la circonstance, c'est qu'à aucun moment, dans la période chaude de cette négociation, il n'y a eu un Conseil européen extraordinaire pour débattre de la situation, définir une stratégie et mandater formellement la présidente de la Commission. Ouais. Il y avait un espèce de soulagement collectif à s'en remettre à elle pour signer dans les meilleures conditions possibles. Oui, et pour ensuite se réserver le droit de la critiquer. Isabelle Lasserre. Pour moi, le déclassement de l'Europe, il n'est pas dû à la France et il n'est pas dû à Emmanuel Macron. Il est dû au fait que l'Europe, collectivement, a eu beaucoup de mal à s'adapter au changement du monde et à se séparer de cette illusion commune à tous les pays que la paix était installée pour toujours sur le continent européen et que la démocratie étant le meilleur système à l'exclusion de tous les autres, comme dirait l'autre, qu'elle ne pourrait que se diffuser dans le monde. Donc c'est ce retard à l'allumage, ce retard à comprendre que le monde avait changé, ce retard à se réarmer qui a déclassé l'Europe et qui a mélangé à la poussée des puissances révisionnistes qui se sont mis à la bousculer pour prendre sa place. Peut-être aussi l'addiction à la mondialisation commerciale, enfin. Tout, en fait, tout est lié. Oui. Est-ce qu'il faut être un modèle nécessairement pour avoir de l'influence? Puisqu'on parle de l'influence de la France en Europe, la France pêche économiquement, politiquement, etc. Mais ce qu'on a sous les yeux, c'est que les pays influents sont loin d'être des modèles, n'est-ce pas? L'Inde, la Chine, la Russie, même les États-Unis. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin d'être un modèle pour garder notre influence? Mathieu Gallard? Écoutez, non, mais vous donnez des exemples effectivement qui donnent à réfléchir. Est-ce que la Chine, l'Inde sont des modèles? C'est certainement pas des modèles de démocratie, a fortiori la Chine évidemment. Après, ça peut être néanmoins des pays qui effectivement sur le plan économique, sur certains éléments de dynamisme en matière d'innovation, peuvent malgré tout être des sources d'inspiration pour certains. Mais effectivement, il ne me semble pas que la Chine, l'Inde ou d'autres d'ailleurs pays du Sud global, comme on l'appelle, encapsulent autant un imaginaire aussi fort que ce que peut être la France, ce que peut être les États-Unis. Donc il leur reste encore sans doute ça à accomplir pour pouvoir effectivement pouvoir véritablement affronter égal à égal les États-Unis. Oui. Pierre Célal. Donc, être un modèle ne suffit pas. Vous évoquiez tout à l'heure la crise du Covid. On peut considérer que l'Europe est l'ensemble politico-géographique qui a le mieux géré la crise du Covid par rapport aux États-Unis et à la Chine. Ça ne suffit pas à asseoir une influence. Donc, j'ajoute que l'Europe a longtemps cru que par l'exemplarité unilatérale, elle pouvait être un modèle et influencer dans le monde. Et je crois ça fait partie des égarements européens qu'évoquait Isabelle Lasserre tout à l'heure. Être exemplaire, par exemple en matière de changement climatique ou en matière de respect des valeurs, de promotion des normes, ne suffit pas à vous assurer ni prospérité, ni influence véritable à l'échelle mondiale. Et tout ça explique peut-être le repli vers un certain nationalisme qu'on observe partout, y compris en Europe. Le mot de la fin sur... L'Italie, justement, a effectué ce repli nationaliste sans pour autant se détacher de l'Europe. Est-ce qu'elle reste toujours aussi attachée à l'Europe? Il nous reste vraiment que quelques secondes. C'est un petit peu comme ci, comme ça. Vous me permettez juste de... Mais très très bref, parce qu'il nous reste 20 secondes. Léon XIV, ses premières phrases, lorsqu'il a été élu, ont été d'abord une paix désarmée et désarmante et construire des ponts et non pas des murs. Magnifique. Nous finissons sur la parole du Saint-Père. Merci à tous les quatre pour vos vues sur ces questions délicates. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.